Salut tout le monde! Oh! Allô, Salut. allô! Donc, il y a un nouveau visage avec nous, c'est Julie Brouillette. Donc, on accueille aujourd'hui pour cette dernière séance de la super mission SEO pour le site de Alexandra Martel. Julie, bienvenue parmi nous. Merci d'être là. Merci de l'invitation. Donc, Julie, tu es en charge de la refonte du site d'Alex qui se fera dans les prochaines semaines, prochains mois, là, probablement à l'automne. Oui. On a trouvé pertinent de t'impliquer dans cette mission SEO-là parce que, puis moi je le dis toujours, tu sais, quand on est dans un projet, je pense dans n'importe quelle sphère d'activité, que chaque spécialiste de leur domaine se parle dès le début du projet, puis voit qui est responsable de quoi, dans quel ordre, un échéancier, évidemment. Bon, une gestion de projet là, comme dans les règles de l'art. Et tu n'as pas encore commencé du tout là, le travail sur le site d'Alex, ça va se faire un petit peu plus tard. Mais tu as suivi de loin un petit peu, je pense, la mission SEO. Tu as regardé un... Je regardais un couple de vos séances, voir un peu ce que vous faisiez. Fait que je suis un peu au courant de ce qui a été fait jusqu'à maintenant sur le site de Alex. Et j'ai bien hâte de commencer le projet. Là. C'est ça, ça devrait être dans les prochains mois. Ça devrait se faire. Super. Et aussi, c'est sûr que tu es au fait du SEO, tu bâtis des sites web, tu sais ce que c'est. C'est pas nécessairement ta spécialisation, mais tu connais les grandes lignes. Les bases. Les bases, exactement. Donc, c'est sûr que pour toi, c'est pas inconnu là, tout ce dont on a parlé. Mais c'est sûr que je crois que d'être accompagné d'un spécialiste SEO, dans le cadre de la refonte du site d'Alex parce qu'elle veut miser sur cette stratégie-là. Je pense que c'était une bonne chose là, quand même pour ce projet. Donc, oui, vas-y. Ouais, je voulais juste dire que, tu sais, c'est ça, moi, je suis pas une spécialiste en SEO, fait que je trouve ça super qu'elle a fait appel à vous autres. Moi, normalement, je fais comme une base sur les sites, mais c'est tellement un univers complexe que, tu sais, à un moment donné, je peux pas faire porter tous ces chapeaux-là en même temps. Fait que j'ai vraiment hâte de voir. Je suis sûre que je vais en apprendre beaucoup sur ce projet-là. Mais tant mieux. Puis écoute, c'est tellement vrai. Puis moi, c'est mon spécialiste, j'arrête pas de le dire, mais c'est Eman, c'est lui qui reste au fait, qui se tient à jour constamment. Puis c'est ma référence parce que c'est ça, tout comme toi, moi, à la base, dans mon entreprise, je bâtis des sites WordPress avec le builder Divi. Donc, c'est vraiment dans ça que je me spécialise. Ma deuxième spécialisation, c'est le SEO, mais en grande, grande partie grâce aux compétences de Eman. Puis justement, avant de débuter, avant de parler vraiment de SEO, j'aimerais ça, Julie, que tu... Parce qu'on est team Divi, toutes les deux. On est des Divi lovers. Et j'aimerais que tu me dises un petit peu pourquoi tu as choisi Divi, puis peut-être remettre en contexte c'est quoi en fait Divi, parce que ceux qui ne connaissent pas, peut-être juste expliquer un petit peu ce que c'est. À la base, il faut savoir que WordPress, c'est comme un software open source. Donc, c'est quelque chose que tu installes sur ton serveur, puis tu as un thème attaché à ça. Donc, c'est comme la carrosserie d'une voiture, puis la couleur, le design. Par-dessus, c'est le thème. Donc, moi, j'utilise Divi. Je pense que si je retourne dans mes débuts, là, ça fait 4 ans que je me suis lancée. J'ai fait tout de suite la connaissance de Kaylin Johnson, qui est une autre Divi Lovers. Oui. Donc, shout-out à Kaylin, qui est vraiment une de mes collègues les plus proches depuis que je suis à mon compte. Puis elle a travaillé déjà avec Divi, puis elle a dit, tu sais, elle travaillait avec d'autres thèmes aussi, mais elle travaillait avec Divi, puis elle voulait se orienter juste vers ça. Puis je trouvais que c'est une bonne idée parce que Divi, ça nous permet, c'est un builder, donc c'est facile, c'est visuel. Ça permet plusieurs choses. Moi qui étant graphiste à la base, designer graphique, donc je peux créer mes propres designs. Ce qui n'est pas tout le temps possible dans un thème acheté où que tu peux changer les couleurs, tu peux changer les fontes, les photos, coupe d'affaires, mais pas tant que ça. Fait que moi, ce que j'aime de Divi, c'est que je peux vraiment partir d'un design personnalisé pour mon client. Puis, fait qu'il y a une partie de création. Tu sais, je retrouve la création là-dedans. Puis Divi, c'est ça, ce qui permet aussi, vu que c'est Visual Builder, c'est un visuel, c'est visual, ça permet de montrer aux clients facilement comment faire des mises à jour. Ça, c'est super important pour moi pour pas qu'ils soient dépendants de moi. Ce qui est le cas pour les gens qui font faire leur site WordPress custom. Là.
Puis après ça, ils sont enchaînés au programmeur, ils sont dépendants. Puis avec Divi qui est très utilisé, donc parfois j'ai des clients aussi qui sont débrouillards puis qui peuvent juste fouiller sur Google Les et trouver ressources, oui. c'est ça, trouver une ressource, même en français, il y en a de plus en plus, là. Fait que All Around Divi, c'est vraiment mon outil principal là, si je fais juste des sites avec Divi comme toi. Parce que j'ai appris tous ces petits trucs. Je le connais par cœur, donc je me suis spécialisée là-dedans. Donc, voilà. C'était comme un fait naturel parce que, tu sais, moi, vous le savez, je suis aussi une disciple de Divi. Depuis Mes pages débuts. de vente sont déjà toutes construites sur Divi. Ouais, en fait, moi, je suis abonnée à Elegant Themes depuis que j'ai 16 ans. Damn! Avant même que Divi existe, à l'époque, ils faisaient des thèmes séparés, tu sais, un par un. Moi, j'avais utilisé Caméléon. Oui, Caméléon, Caméléon! c'était le thème de Elegant Theme que j'aimais. Puis, il n'était pas super hot finalement. Si tu reviens. Ouais, tu c'était vois, l'époque. c'est C'était ça, dans le exactement, il y a 10 ans. Là. Mais, Ouais. OK. Ah, t'avais 16 ans, toi. Ben T'étais encore oui. au secondaire. Sais-tu combien ça m'a coûté? Ça n'a pas dû te coûter cher. T'avais-tu 20 la licence? 20$, puis t'as la 20 Hey, licence. t'as rentabilisé ça, là? Ouais, j'ai rentabilisé ce 20$ à maintes et maintes reprises. Tu sais, je trouvais qu'on avait tout ça en commun parce que pour moi, c'est super important quand même de garder mon indépendance, C'est d'être ça. capable de créer une page de vente sur le fly, etc., etc. Fait que ouais, vraiment un bon fit technologique entre nous tous. Oui, absolument. Ce vidéo n'est pas sponsorisé par Divi, Non, mais c'est bon, ça. si ça les devrait. intéresse de On va sponsoriser. Mets ton lien affilié dans On va- l'enregistrement Ouais, de Patricia. On va mettre nos liens affiliés. Là, Yes. la communication, la connexion était instable. Je ne sais pas si ça a coupé, mais on enregistre d'une traite, donc j'espère que tout le monde vous entendez bien. OK, donc voilà par rapport à Divi. Puis je voulais savoir aussi, Julie, c'est quoi tes extensions préférées WordPress ou que tu installes sur tous les sites que tu crées? Là? Ouais, bon, OK. Là, il faut dire que je suis en vacances depuis 3 semaines, donc je suis un peu déconnectée. Ton cerveau est à off. Attends un peu, là. Ouais, c'est ça. Depuis peu, j'utilise WP Rocket que j'adore, que j'ai acheté, qui est un gros plugin premium, mais que je peux installer sur tous les sites de mes clients, qui aide énormément à la performance du site, donc à l'optimisation, au téléchargement et tout. Donc ça, c'est relié encore une fois au SEO. Ça, vraiment, je le recommande pour les gens qui utilisent Divi parce que je pense qu'il est fait pour Divi. En tout cas, il est 100% compatible, il est bien compatible. selon Ouais, ce qu'ils annoncent. Oui. Puis, j'ai appris dernièrement, c'est une compagnie de France qui le fait, donc c'est super. Nos amis français. Ensuite, j'utilise, pour la sécurité, j'utilise WordFence, bien sûr. J'ai longtemps utilisé Item aussi. Oui. Encore là, le monde de la sécurité de WordPress, c'est un autre univers. Moi, j'ai des settings de base, mais encore une fois, on préfère un live juste là-dessus. Ah oui. Ensuite, pour l'optimisation des images avec WP Rocket, eux autres, ils suggèrent Imagify, je crois, que je n'utilise pas. J'utilise plutôt Smosh. Okay. Je ne sais pas si ça dit quelque chose, oui. Patricia. Oui. Que j'aime beaucoup. J'utilise encore une fois la version gratuite de celui-ci. Même chose pour Yoast. J'utilise Yoast SEO qui semblerait faire des pubs ces temps-ci. Je ne suis pas trop au courant. Je ne sais pas si vous avez un avis sur Yoast en tant que spécialiste SEO. C'est parmi les plus connus finalement. Oui, c'est ça. C'est le plus connu. Rank Math, mais c'est ça, il y a plusieurs écoles de pensée. Là. Ouais, OK. Bon, c'est ça. Moi, je suis l'école de pensée Yoast, disons. Sinon, j'ai pas vraiment. Ça, c'est vraiment les plugins que j'utilise par défaut. Ah oui, puis il y a Updraft Plus pour les backups. C'est hyper important de toujours avoir des backups et de ne pas compter sur son hébergeur. Ouais. Donc, ça, c'est ce que j'installe par défaut quand j'installe un nouveau site WordPress. Donc, je fais une installation fraîche. Ensuite, ça dépend des fonctionnalités. J'essaie toujours de garder le nombre de plugins au minimum. Là. Ça, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus parce que
Ça peut ralentir le site, ça rajoute des conflits Branche, il y a éventuellement. 77 plugins, tu te dis « Oh non! » OK, je pensais que tu étais en train de me dire que tu as 77 plugins. J'étais comme quoi? J'en ai pas mal, mais j'en ai pas 77. Mais bon, parce que ça, c'est du déjà vu, là. J'ai déjà vu au-dessus de ça, là, puis... Ouais. Mais moi, mon WordPress est très TDAH, d'où le fait que c'était très cool de travailler avec Patricia qui m'a donné des devoirs et tout ça, parce que moi, je suis très à la bonne franquette. Là. Je crée ma page. On s'est rendu compte que j'avais des pages qui n'étaient pas indexées. On ne savait même pas pourquoi. On s'était, tu sais, c'est des petits détails techniques qui font quand même une différence, puis que moi, je ne suis pas une fille de détails, je suis une fille de portrait général, et donc j'échappe tout le temps, tu sais. Fait que c'est vraiment intéressant. Puis j'ai plein de plugins qui sont désactivés, dont je ne me sers plus, mais que je n'ai jamais désinstallé. Donc, Julie va sûrement me chicaner aussi. On va faire du ménage. Quand on va travailler ensemble, ça va être le fun. Yes. C'est parfait. OK, bien merveilleux. Merci pour tes hints d'extension, Julie. Yes. OK, donc là, on est dans la dernière séance de la super mission SEO. Bon, évidemment, on savait qu'en 3 mois, on n'allait pas révolutionner, on n'allait pas faire en sorte que Alex est en première position là, sur tous les mots-clés qu'on vise. Mais un 3 mois, c'est déjà une très bonne base, mais on sait que le SEO, ça peut prendre du temps. Donc, on va continuer à suivre, hein, Eman, on va continuer à regarder aller, surtout avec la refonte du site web. Mais dans les prochains mois, même, on pourrait faire dans 6 mois un genre de petit recap de ce qui s'est passé, puis où est-ce qu'on en est rendu, parce qu'on a fait tous les settings nécessaires dans Mangools pour suivre les positions. Donc, ça va rouler, là. On n'a même pas besoin de s'en préoccuper, puis ça va rouler, puis on va avoir du data qu'on va pouvoir analyser dans les prochaines semaines. Mais juste avant, Eman, que tu nous fasses un peu une vue d'ensemble de où est-ce qu'on en est rendu dans les positions. Parce qu'ultimement, c'est ça l'objectif du SEO, c'est de grimper dans la première page de Google. On va parler un peu du fait que qu'est-ce qui est important de penser, qu'est-ce qui est important d'avoir sur sa to-do list lorsqu'on est en contexte de refonte de site web. Parce que c'est un peu plus compliqué en termes de SEO lorsqu'on est en refonte. C'est une bonne chose. Ça veut dire que le site web a un historique. Ça veut dire que le site web a un domain authority probablement qui est considéré par Google. Donc ça, on ne veut surtout pas le perdre. On ne va pas changer d'URL, de nom de domaine, évidemment. Mais ça implique quelques tâches supplémentaires que si on partait de zéro, un site tout neuf. Donc, Eman, j'aimerais ça que tu nous expliques un peu c'est quoi les principales, ce à quoi il faut absolument penser quand on est dans un contexte de refonte. Bon, en effet, il y en a pas mal de points, mais on va essayer d'aller du plus important au moins important. Mais je dirais que la toute première chose, si on peut garder les mêmes URL des pages, les mêmes URL de l'ancien site, idéalement, on garde ces URL-là. On ne joue pas trop dans les URL parce que c'est très important. Mais ça n'empêche, ce n'est pas vraiment quelque chose de sacré. Si on doit changer les URL, on va les changer. Oui. Mais la règle d'or, c'est la redirection 301. C'est-à-dire, il faut avoir tout un plan. Avant qu'on met le nouveau site en ligne, il faut avoir notre fichier, quel que soit le type de fichier, idéalement un .csv, où on liste tous nos anciens URL et les nouveaux ou bien les nouvelles URL. Et on fait ce qu'on appelle les redirections 301. Vous savez très bien qu'il y en a pas mal des codes de redirection 302, 5, 7, etc. Mais 301, c'est la plus soft en cas de refonte. Et ça, encore une fois, c'est merci WordPress parce que le plugin, il est là, l'extension, elle est là. L'extension s'appelle redirection. C'est pas compliqué. Il y en a pas mal, mais la plus connue, celle qu'on utilise, on utilise nous pour nos sites et pour nos clients. Donc, elle s'appelle redirection tout court et vous pouvez donc faire exporter toute une liste. C'est-à-dire l'idée ici, c'est pas d'aller faire des redirections URL par URL, page par page, mais plutôt de préparer toutes les URL dans une seule liste et juste en face, vous allez mettre les nouvelles URL et vous allez exporter, uploader donc ce fichier une seule fois dans le plugin. Et voilà, donc tout est bon, c'est fait. Ça, donc, vraiment, c'est l'erreur, c'est la faute la plus commune. Donc, la plupart, ou bien une grande partie, donc, lorsqu'on fait de la refonte, on ne fait pas attention à tout cela. Mais attention aussi, il faut même penser
à la structure des nouvelles URL même avant de commencer le développement du site. C'est-à-dire même en phase du design, en phase où l'infographiste elle va préparer le thème, etc. Pour les gens qui nous ont suivis, ils ont suivi déjà pour la vidéo du cocon sémantique. On a parlé bien que faites très attention, le cocon sémantique, il y en a toute une structure, il y a des pages mères. Lorsqu'on dit une page mère, c'est-à-dire elle a son URL, et par la logique des choses, il y a des pages filles, donc automatiquement les pages filles, les URL doivent être donc /mère/fille, c'est la logique des choses. Comme aussi il est fort probable qu'on va développer ce qu'on appelle les pages sœurs, même chose, donc toute cette structure, il faut bien y penser dès les débuts. Si on va créer des articles de blog, donc, l'idée, est-ce qu'on va, si on n'a pas, c'est-à-dire des articles de blog en cas où, ou si on veut optimiser les URL de nos articles de blog, est-ce qu'on garde l'URL /blog/ le nom de l'article ou bien / directement le nom de l'article. Donc, tout cela, il faut avoir une stratégie en place. Il ne faut pas comme ça commencer à développer le site sans tout prendre en considération. Voilà, donc ça, c'est le premier point. Des questions? Non, ben juste pour dire, tu sais, je l'ai déjà vu, puis j'ai déjà fait cette erreur-là, là, d'écraser un site avant d'avoir exporté toute la liste des URL, tu sais. Puis bon, c'est un backup, il y a moyen de moyenner, là, mais quand même. Donc, Screaming Frog, on passe le site dans Screaming Frog, on extrait, dans le fond, comme tu dis, un CSV qu'on peut après venir mettre dans un fichier Excel ou un Google Sheet. On fait une colonne des anciens URL, une colonne à côté avec les nouveaux. Donc, ceux qui changent pas. Ceux qu'on supprime, on désindexe, on s'assure que ça ne soit pas encore indexé parce que là, ça va mener à des 404. Donc, tu sais, on fait... En fait, là, moi, toujours, je dis à chaque fois que tu fais un geste sur ton site, supprimer quelque chose ou quoi que ce soit, fais juste un petit recul, là, puis demande-toi c'est quoi l'impact que ça va avoir. C'est juste assure-toi. Tu sais, donc, justement. Elle a fait un vrai recul, Patricia. Comment? Ça a coupé un peu. Ah ouais, ça a coupé un peu, maintenant c'est bon. Là, c'est bon? OK, ça a coupé quand tu as dit un petit recul. OK, puis là, ça a coupé. Parfait. Donc, c'est ça. Donc, avant de poser un quelconque geste sur son site, tu t'assures que avant de supprimer, est-ce que vraiment j'en aurais plus besoin? Donc, juste une petite parenthèse parce que j'ai vécu l'expérience. Là, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que le son est bon? Oui, ça va. Super. Ouais, c'est bon. OK, parfait. Ici, Patricia, en cas où aussi, j'ajoute, en cas où déjà, peut-être quelqu'un qui nous entend maintenant, ils ont fait une refonte de leur site web, ils ont oublié pour une raison ou une autre de faire des redirections. Il y a un peu de chance qu'ils peuvent quand même avoir la liste de leurs anciens URL grâce à ce qu'on appelle le web archive. Je ne sais pas ce que vous avez dit, mais le web archive, donc, il garde des copies donc, de votre site web. Bon, je ne dirais pas à 100%, mais selon mon expérience, je peux récupérer la plupart des URL. Donc, vous pouvez aller chercher dans Web Archive, vous mettez donc votre nom de domaine et vous choisissez la version la plus proche enregistrée ou bien que Web Archive a fait une copie et vous fouillez pour trouver donc les URL et puis allez-y dans la redirection. Peut-être aussi, je me souviens d'un point très important, toujours lorsqu'on fait la direction, on redirige la page, l'ancienne page, l'ancien URL vers la page la plus adéquate en termes de contenu, la plus proche en termes de contenu. C'est très important ça. On donne le signe donc à Google que pratiquement il s'agit de la même chose, juste on a optimisé l'URL. D'accord? Donc ça, concernant le point des URL de redirection 301. Absolument. Également, tu as un conseil super important pour le site de dev. Donc, si on crée un site de dev et qui est en ligne sur un autre URL ou un sous-domaine, super important de le désindexer, justement, de s'assurer que Google ne peut pas le voir. Et super important de se rappeler après, lorsqu'on va le mettre en ligne, de réindexer et de décocher cette même fonction parce qu'on rencontre pas mal des clients ou bien pas mal des sites qui ils mettent donc le site en ligne et ils oublient finalement de décocher cette option-là. Donc, c'est très important de faire attention à ce point.
C'était probablement ça l'erreur, le problème sur ton site, Alex. Là. Ça se peut que c'était ça à l'origine, ouais. Ça, probable. En fait, tu dis ça, là, puis là, mon cerveau a comme fait « Oh! » Parce que par défaut, une nouvelle page, elle est indexée. Fait qu'il y a une manipulation qui a été faite à quelque part. Exactement. Oui, oui. Excellent. Bon, évidemment, tous les outils, donc Google Analytics, tout ce qui est connecté, en fait, on doit s'assurer de migrer aussi. Donc ça, j'imagine, Julie, tu demandes les accès dès le départ, donc tu t'assures d'avoir... Parce qu'évidemment, c'est ça, hein, c'est l'accès WordPress, mais c'est l'accès à Google Analytics et à tous les autres outils là, qui sont utilisés, là, qui sont connectés. Des clés API pour, par exemple, s'il y a WPML, donc si on est sur un site bilingue, c'est une licence qui est payante, ça nous prend la clé. Donc, quand il y a un site déjà existant, on fait le tour un peu du site, puis on voit c'est quoi tous les accès auxquels on doit... Que le propriétaire du site doit nous donner. Ça s'est déjà vu, donc quelqu'un qui oublie de reconnecter Google Analytics, puis on s'en rend compte 2-3 mois plus tard, puis c'est dommage parce qu'on a perdu 2-3 mois de data, puis c'est 2-3 mois où probablement on a fait beaucoup de promos parce qu'on a un nouveau site, on a du nouveau contenu, fait qu'on a amené beaucoup de trafic. Puis bien, malheureusement, on n'a pas l'information. On ne peut pas se servir de ces données-là. Oui, exactement. Ça, c'est super important d'y penser. Moi, c'était comme le minimum que j'avais fait, là, installer Google Analytics. Puis j'avais jamais, je pense, regardé mon Google Analytics. Oui. Bien, quand on ne sait pas quoi regarder, tu vois des chiffres, mais que tu n'es pas capable de les faire parler, tu es aussi bien de ne pas perdre ton temps là-dedans puis de faire d'autres choses. C'est drôle parce qu'on penserait, copywriter, je suis habituée de regarder mes campagnes, je suis habituée de regarder mes taux de conversion, etc., etc. Mais le SEO, c'était tellement pas dans ma boîte à outils puis dans mes intentions que c'est ça. J'avais installé Google Analytics parce que je me disais un jour. Oui, bien, c'est très souvent ça. Je voudrais ces informations, puis je pense que c'est ça. Ouais. T'as bien fait. On est content de les avoir quand même, parce qu'on peut voir maintenant l'évolution de mon site depuis le début. C'est quand même cool. Là. Oui, exact, absolument. Au niveau de la vitesse de chargement, de chargement du site web, Ayman, est-ce que tu as des conseils par rapport à ça, des façons de fonctionner dans un contexte de refonte ou même dans un contexte là, de création de site là, from scratch? En effet, ici, un tout premier point, je ne sais pas ce que vous entendez, entendu parler de ce qu'on appelle la ligne de flottaison ou bien la ligne qui sépare lorsqu'on ouvre n'importe quel site. Donc, la première page, il y en a la partie en haut, puis c'est comme s'il y a une ligne virtuelle qu'on appelle la ligne flottaison. Pour qu'on visualise en bas de la ligne de flottaison, c'est sûr, certain, on va scroller. Donc, la toute première remarque ici, attention, au niveau du graphisme, de préférence, il ne faut pas, c'est-à-dire il ne faut pas que toute la partie qui s'affiche sur l'écran soit une image, par exemple. C'est très important pour Google au niveau du SEO de afficher un texte, afficher des call to action, afficher un numéro de téléphone juste dans la partie host. Qu'on appelle above the fold. Above the fold, exactement. Donc, ça, c'est parmi les points très importants. Et ça, ce qui m'amène finalement à parler du volume ou bien du poids des images. Donc, la toute première chose à surveiller, à faire des attentions pour l'optimisation de la vitesse de téléchargement de la page d'accueil ou bien du site généralement, c'est le volume ou bien le poids des images. Parce qu'on voit très bien que pas mal de clients, ils veulent avoir une qualité extrême, donc, et ça donc, malheureusement, un prix, le prix, c'est le volume, c'est le poids, et le poids, donc, automatiquement, ça va ralentir la vitesse de téléchargement, donc, attention. Et même en cas où, si, voilà, donc, on a commencé le développement et on a mis le site en ligne, c'est sûr, certain, la toute première chose, il faut aller vérifier ça avec un outil, idéalement, Google PageSpeed Test. Puisque donc nous on fait tout l'affaire avec Google, donc on a de l'intérêt à comprendre comment il a analysé notre site web. Sinon il y a GTmetrix ou bien Pingdom, d'autres outils aussi qui peuvent nous aider à bien faire l'analyse. Donc l'idée c'est quoi? Dès le début, pensez à alléger le maximum possible le contenu de la page
Même, OK, on recommande qu'on rédige au moins un texte de 500 à 800, pourquoi pas 1200 mots par page, je Par m'excuse, page, mais oui. finalement, même si on va favoriser le contenu, attention aux images, attention au poids des images, c'est très important d'optimiser tout cela. Et après, on s'est posé la question, l'autre fois, on s'est dit, est-ce que Divi, il est pro SEO ou bien contre SEO? On entend parler donc pas mal de discussions qui disent, tiens, non, Divi, ça alourdit la page, donc ça va donc avoir un effet sur la vitesse de téléchargement de la page, etc. Finalement, il y a des solutions. WebRocket, c'est parmi les solutions, que ce soit WebRocket comme étant donc un plugin de cache ou bien WebRocket avec les fonctionnalités qu'il y a pour donc faire tout ce qu'on appelle la minification CSS, la minification JS. Donc, il y en a pas mal de possibilités, c'est-à-dire on peut faire le design qu'on aime, mettre les images qu'on aime finalement, mais après, c'est sûr certain, on a la main et on a la possibilité techniquement de tout optimiser, sans oublier qu'à la fin, notre objectif, c'est pas d'avoir 100% de vitesse donc optimisée pour desktop et pour mobile, mais quelque chose acceptable dans les alentours de 2 à 3 secondes pour que la page se télécharge. Et voilà, donc, à mon avis, l'affaire est faite et tout est bon. Donc, c'est très important. Des fois, on fait même la refonte à cause de la vitesse parce que, disons, que le site, on ne peut plus mettre à jour le PHP, on ne peut plus mettre à jour donc, le thème utilisé, genre comme ça, il est trop vieux, etc. Donc, parmi les points qui nous poussent à faire la refonte, c'est l'optimisation de la vitesse, ça peut arriver, d'accord? Donc oui, à mon avis, la vitesse, il faut bien la surveiller. C'est un point très important pour le SEO et pour Google finalement. Oui, absolument. Puis la vitesse passe aussi par ton hébergeur, donc le choix de ton hébergeur. C'est important de magasiner, c'est important de regarder. Bon, moi, les critères, j'ai 2 critères quand que je choisis un hébergeur. C'est le service à la clientèle en cas de problème et la vitesse. Donc ça, c'est très important de regarder de ce côté-là. Puis peut-être même, des fois, il faut juste changer d'hébergeur. Tu sais, je ne vais pas conseiller à quelqu'un de changer d'hébergeur parce que c'est quand même une manœuvre qui est un petit peu complexe. Mais des fois, c'est la solution parce que l'hébergeur qu'on a, il n'y a pas les nouvelles technologies ou c'est pas et que ce serait nécessaire de changer. Ça peut faire partie des solutions des fois, parfois. Je trouve que c'est facile de se laisser berner par les arguments, tu sais, illimité de trafic ou illimité de blablabla, mais c'est comme du faux illimité, puis on n'a aucune information sur la qualité des serveurs, la vitesse. Ça, c'est très, très louche et on voit ça très souvent dans le marketing pour l'hébergement. Fait que je comprends aussi les gens d'avoir de la difficulté des fois à savoir, tu sais, qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui n'est pas mieux. Des fois, quand un hébergeur te propose un plan qui n'est pas illimité, il peut être vraiment meilleur parce que la qualité des serveurs et des technologies est plus élevée. Tu sais. C'est ça, exactement. Justement, c'est ça, Patricia, qu'est-ce que tu recherches pour un hébergeur? Moi, j'ai mes hébergeurs préférés. Là. Mais mettons que je voudrais regarder pour un nouveau. Pour la rapidité, c'est quoi que je dois chercher? C'est quoi les questions que je dois poser avant de faire un achat? Bien, en fait, les technologies, je ne les connais pas là, sur le bout des doigts, les noms, mais tu fais des tests de sites qui sont déjà sur ce serveur-là, donc des tests de vitesse. Tu demandes à voir les temps de chargement et tout, mais je ne connais pas, tu sais, justement, là, ce côté-là de quand tu dis, Alex, tu fais name dropper là, plein de technologies, puis tu es comme, ça, je comprends rien, fait que ça doit être bon, ça doit être correct. Fait que faire ces petits devoirs-là, mais tu sais, pour vrai, il y en a vraiment beaucoup des bons, là, tu sais, j'ai longtemps été chez Web Hosting Canada, chez Astral, il y a Liquid, il y a RapidNet. Tu sais, il y en a beaucoup des bons. Après, c'est un bon contact avec la personne. Moi, je parle beaucoup avec les gens là-bas. Puis, donc, et c'est ça. Mais je suis loin d'être l'experte. Je ne sais pas, Eman, si tu as... je peux donner quelques points juste parce que j'avais un peu d'expérience dans le domaine. Par exemple, même l'affichage des images, on sait bien que le côté compression, donc c'est sûr, on va compresser avec Imagify ou bien avec autres, etc. Mais je pense à partir de 2019-2020, il y avait donc la notion de ce qu'on appelle les images en WebP. C'est une version, donc c'est une extension d'image
donc plus léger, donc, et moins volumineux, donc côté poids, etc. Donc, il faut que le serveur a cette option et il faut qu'il active cette fonction, c'est-à-dire par défaut, elle n'est pas là par défaut pour tous les serveurs, malheureusement, d'accord? Il y en a pas mal d'autres trucs, à mon avis, l'histoire du CDN, si vous entendez parler du CDN, c'est-à-dire comme si le serveur, il a beaucoup de serveurs partout dans le monde. Donc, si votre site, c'est un site finalement international, multilingue, etc. Et si je me connecte depuis la France, donc, il va me connecter sur le serveur le plus proche de la France. D'accord? Si ce n'est pas la France, c'est sûr, je ne sais pas, Pays-Bas ou genre comme ça. Donc, ça, c'est la notion de CDN, etc. Et je pense qu'il y en a pas mal d'autres fonctionnalités, même la version de PHP dans le serveur, c'est-à-dire il y a des serveurs que peuvent pas ou on peut pas, qui ne supportent pas finalement la toute dernière version de PHP. Et là, donc, ça peut causer un problème on veut mettre à jour, bien upgrader notre thème, etc. Donc, ce sont des points, c'est sûr, un peu techniques, mais il faut faire très attention. Et surtout, je me rappelle d'un point aussi qui nous a causé pas mal de problèmes, c'est l'histoire d'hébergement mutualisé, ou bien que le site il a son adresse IP spéciale, ou bien qu'une adresse IP, donc on a 3-4 sites pour une seule adresse IP. Il suffit qu'un seul site a été hacké, comme par hasard, comme ça, donc on risque que les autres donc, soient hackés. Ça, à mon avis, il ne faut pas laisser tomber les choses, c'est-à-dire qu'il ne faut pas choisir comme ça, comme n'importe quel serveur ou bien quel hébergeur, puisqu'on fait attention à notre site web, c'est bien de faire attention aussi à notre hébergeur. Il y en a pas mal de bons hébergeurs. Un bon red flag aussi, c'est de vérifier si c'est juste un revendeur d'autre chose. Tu sais, si tu revends autre chose, va autre chose. Va à la source, oui, exactement. Va à la source. Puis ça, c'est un peu comme le dropshipping. On voit beaucoup ce modèle d'affaires-là chez les hébergeurs. Fait que, moi, c'est peut-être... Tu sais, je suis pas très équipée pour comparer toutes les technos. Je suis chez Planet Hoster en passant pour les name droppés. Je les aime beaucoup. Ils sont basés à Laval. Mais c'est un des trucs que je regarde. Est-ce que leurs installations leur appartiennent ou est-ce qu'ils achètent juste un espèce de white label de quelque chose qui est plus gros qu'eux, tu sais. Oui, absolument. Il y a un accès cPanel, moi, c'est toujours... quand je fais le setup d'un hébergement, je m'assure toujours qu'il y a un accès cPanel, donc pour avoir accès à tous les fichiers derrière. Ensuite, l'espace disque, le trafic, comme tu disais, ce qui est illimité ou pas, qu'est-ce que ça signifie. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que ça veut dire, illimité? Exact. La bande passante. La bande passante, c'est un point très ça. important. Exactement. Puis, tu sais, challenger aussi votre hébergeur, puis peut-être même avoir plus pour le même prix parce que la technologie coûte de moins en moins cher. Allez voir qu'est-ce qui est possible. Le certificat SSL aussi. C'est pas normal que ton hébergeur te charge pour un certificat SSL en 2021. Non, il est inclus, exactement. Mais il est dans le package, exactement. Donc, mais ça te le prend. Ça te le prend absolument. Là, si tu ne l'as pas, c'est pas normal, ça ne marche pas. Donc, c'est pas mal ça par rapport. Mais moi, je me réfère toujours à des experts. Je ne suis pas du tout l'experte de ce domaine-là. OK, parfait. Ensuite... Full geek, notre conversation. Oui! Un moment. OK, ben je ne sais pas si on pourrait passer, Eman, à regarder un peu les résultats, hein? À regarder un peu les résultats d'Alex. Donc, bon, évidemment, on gère les attentes, Alex, là, hein? Faut pas que tu penses que, OK, ça va s'en venir tranquillement, pas vite. Mais donc, si tu veux partager ton écran, Eman. Je ferai, mais juste avant de partager mon écran, j'ajoute un tout dernier point concernant la to-do list, donc la checklist pour la refonte. Oui. Généralement aussi, parmi les erreurs qu'on voit, on lance le site web, le nouveau site web, et on oublie d'optimiser les meta titles et les meta descriptions. Oui. Donc, on voit dans Google, lorsqu'on tape, la homepage accueille encore un site WordPress ou bien encore un site qui utilise un autre WordPress. site WordPress, oui. Voilà, donc c'est sûr et certain, puisque Google l'a affiché, c'est-à-dire il l'a indexé, il l'a crawlé avant, il l'a indexé, donc ça va prendre du temps pour qu'il réindexe la nouvelle page avec le nouveau, bien la nouvelle meta title et meta description. Donc attention, de préférence, on met tout ça à jour sur notre dev
puis on migre le site en live, Exact. donc en toute sécurité. Absolument. Voilà, sinon, Bon point. donc, je partage mon écran. Roulement de tambour. Je suis sur Main Goals. Est-ce que c'est bon? Tout est bon? Oui. Très bien. Alors là, donc, rapidement, c'est sûr et certain pour les gens qui nous suivent, ils savent très bien pour une page, donc on essaye toujours de la positionner soit pour un mot-clé particulier, un mot-clé principal, et des fois, donc, pour une famille de mots-clés, c'est-à-dire les mots-clés autour donc, de ce mot-clé principal. Alors là, juste, on a tagué ou bien on a filtré par page. Comme ça, par exemple, la page d'accueil, donc on va lever, c'est la liste des mots-clés qu'on essaye de suivre pour la page d'accueil pour le moment. D'accord? Donc, pour vous mettre dans le contexte. Et je vous rappelle qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à cette date, puisqu'on n'avait pas la main pour aller changer dans le texte, jouer avec le texte d'Alex. Donc, c'est certain, on n'a rien touché pour le moment dans la partie sémantique, mais juste on a joué un peu. Là, c'est ça qui voilà, voilà. Juste, on a fait un peu d'optimisation technique, c'est-à-dire on a changé quelques URL, on a optimisé les meta titles et on attend encore que Alex nous envoie donc les meta descriptions pour les mettre à jour. Donc, toutes ces petites modifications, ça a donné un très bon résultat au moins. Donc, ici, on voit très bien formation copywriting pour la page d'accueil, donc plus 71 positions. D'accord? Donc là, on est 30e. On est 30e, donc ça veut dire qu'on est vers la fin de la 3e page ou au début de la 4e page. J'ai passé de 101e à 30e. 101e, ça voulait dire que tu n'étais même pas dans le top 100, donc ça veut dire que Google, on ne savait pas, tu étais peut-être à la position 204, mais après 100, on ne le sait pas. Fait que c'est pour ça qu'il écrit 101. OK. Fait que ça veut dire que tu n'es juste pas là, tu n'existes pas. Non, mais là, c'est insane, là. On n'a rien changé au niveau du contenu, là. On n'a rien changé, mais c'est les URL, c'est l'indexation. Ouais, absolument. Ouais, c'est ça. C'est quoi qui a été fait? C'est changer les URL. Vous avez changé les URL, vous avez mis des mots-clés? Oui, on a changé les URL, on a mis les mots-clés principaux. Bien sûr, dans l'optimisation des URL, Julie, ce n'est pas uniquement l'ajout des mots-clés principaux dans l'URL, mais aussi, il y en a pas mal d'autres trucs donc, à respecter, genre les séparations avec ces petits tirés, les tirés 6. Donc, tout cela concernant l'optimisation des URL. Mais aussi, un point très important, c'est que finalement, il ne faut pas oublier qu'au niveau donc, de la page, auparavant, le type de rédaction d'Alex sur la page d'accueil, par exemple, ça ne donne pas une idée sur quel mot-clé en particulier elle veut positionner donc, cette page. Tu vois, Alex, elle a sa façon. À sa façon de rédiger, à sa façon d'écrire, etc. Donc, l'idée ou bien l'objectif était d'abord d'identifier c'est quoi les mots-clés qu'on veut que cette page se positionne sur en premier lieu. Puis, donc, voilà, on va faire les optimisations nécessaires, etc. Donc, ça, c'est très important. Et un autre point très important, peut-être on n'a pas évoqué avec la checklist, on a fait la mise à jour ou bien l'optimisation de la sitemap et on a fait la mise à jour l'optimisation du fichier robot.txt. Donc, c'est-à-dire on a envoyé à Google la bonne sitemap avec les nouvelles URL. Et ça, c'est parmi les points les très importants parce qu'après tout, ici, le tableau, ça concerne la page d'accueil. La page d'accueil, c'était le nom de domaine. Après tout, on n'a rien changé dans le nom de domaine. C'est toujours la même page, toujours le même nom de domaine. Mais c'est l'envoi de la nouvelle sitemap optimisée via Google Search Console qui a donné l'information à Google. C'est comme s'il lui a dit, tiens, viens ici pour le site Les mots pour vendre. On a fait quelques optimisations et on veut bien positionner la page d'accueil sur formation copywriting, par exemple. D'accord? Puis on a le H1 aussi. Il n'y avait pas de H1 sur la page. Donc, la structure, le H1, H2, H3, en fait, c'était un H2, si je ne me trompe pas. C'est tout ça, Eman? Je m'en souviens plus. Je me rappelle, même moi, je me rappelle bien, mais juste ici. C'est juste là le modif que vous avez fait vraiment dans la page, c'est mettre le H1. Okay. Mais on a gardé. Okay. C'est ça, on a gardé le même texte, c'est juste que ça, c'était pas un H1, donc déjà, on l'a... Mais c'est tous des changements techniques. Hey, moi, ça me fait capoter comme résultat parce que, tu sais, on parle souvent du SEO,
tu sais, moi, c'est sûr, je fais de la création de contenu. Donc, en SEO, on va beaucoup parler du côté contenu, à quel point c'est important, tout ça. Puis, on a tendance à dire, tu sais, que la technique est moins importante. Puis, en partie, c'est vrai. Mais je trouve que l'expérience qu'on a faite, ça montre à quel point la technique, ça fait quand même une différence. Puis c'est une bonne chose, justement, qu'on le fasse en étapes parce qu'on est capable d'attribuer les résultats, justement, aux notions techniques. Puis, tu sais, les notions techniques, là, de les donner à quelqu'un, c'est une très bonne chose. Tu sais. C'est quand même complexe, tu sais, la sitemap. Bon, si vous êtes moindrement débrouillard et techie, vous allez être capable. C'est juste que le temps que ça va vous prendre, puis vous assurer de ne pas faire d'erreur, le donner à un expert, c'est une bonne idée. C'est parce qu'on ne le met jamais en priorité. Tu sais, moi, j'aurais cherché sur YouTube comment faire tout ça, j'aurais pas été capable de le faire. Oui, c'est mais ça. Est-ce que j'aurais pris le temps de le faire? Probablement jamais. C'est ça. Ça me passionne pas, mais je trouve ça incroyable de voir à quel point les changements techniques ont pu faire une grosse différence. Puis on dirait que ça me motive au niveau du côté création de contenu à oui, ben oui, parce que je me dis, si on est capable d'aller chercher une différence comme ça juste avec la technique, imaginez dans 6 mois. Oui, avec les contenus. Ça va être absolument. Évidemment. Ici, Alex, la guerre commence au niveau de la page 2, c'est-à-dire au niveau de la position 15, lorsqu'on veut bien se positionner en top 1, top 3. Alors là, ça commence la guerre et ça, vraiment, ça commence avec la partie sémantique et la partie rédaction. Donc, l'optimisation, si on veut être sur la première page, si on veut être dans la top 3, puis top 1, c'est sûr et certain, il faut bien optimiser la partie sémantique. Ça, c'est le deuxième point le plus important. Sans oublier le troisième point qu'on n'a pas aussi donc, fait pour le moment, c'est le backlinking finalement. C'est-à-dire, il y a naturellement, déjà, tu as pas mal donc, des BL qui pointent vers votre site web, donc ça c'est bon, mais aussi, donc, on peut même le faire, créer des nouvelles BL, des nouveaux backlinks donc, qui pointent vers votre site web, qui va augmenter la popularité de votre site web ou bien la domain authority de votre site web. Et ça, donc, c'est comme si un trio technique, sémantique, backlinking, donc à 3, vous pouvez donc occuper les 3 premières positions sur Google, c'est sûr certain. Voilà. Donc ça, concernant la page d'accueil, on va aller rapidement page par page et on va voir. Donc par exemple, ça, j'ai appelé ça la page travailleur autonome. Donc son URL finalement, c'est calculer taux horaire travailleur autonome. On a changé normalement cette URL-là. On voit les gens qui me suivent et qui écoutent, ça, c'est mon fameux article « Comment je suis passé de 22 à 200$ de l'heure ». C'est un article qui a eu beaucoup de succès niveau copywriting. C'est intéressant de voir qu'on peut ranker SEO. Oui, absolument. Voilà, déjà, comment calculer son taux horaire? Donc, de la position 101, on est passé à la position 63. Il y en a des plus 3, des plus 4. Donc, on était 8e, on était 8e aussi. Donc, mais peut-être la plus remarquable, c'est celle-là. Bien sûr, il y en a des baisses aussi, c'est sûr et certain. Donc, concernant les baisses, si on veut donner donc, une remarque ou bien un conseil ici, c'est simple. Si vous êtes intéressé par ce mot-clé, par cette requête en particulier, allez optimiser votre contenu, allez optimiser donc vos meta titles, vos H1 et vos H2, donc pour bien se positionner sur taux horaire pour un rédacteur. Mais nous, on s'est intéressé plutôt à travailleur autonome qu'un rédacteur ou bien un genre comme ça. Voilà. C'est ça, donc c'est là qu'on se dit, bon, on rédigerait une autre pièce de contenu, donc soit une page dédiée, soit un article qu'on voudrait positionner directement sur taux horaire pour rédacteur. Mais là, on est d'accord que 5e, je suis sur la première page avec ça? Oui. C'est fou. Je savais... Genre, j'étais au Québec, puis là, je suis 4e parce que c'est difficile quand même de monter dans la première page. Je suppose que c'est plus long que monter, mettons, quand tu es dans la 8e page. Oui, ça dépend. Mais juste aussi, il faut que tu vois les volumes. Si c'est des longues traînes, donc tu sais comment calculer un taux horaire de travailleur autonome, bien, regarde, le taux de recherche est de 10, alors que tu sais, travailleur autonome, ben, c'est 3900. Là, puis de toute façon, on l'a mis, mais on s'entend que ce n'est pas tant un target. Là. Non, mais c'est pas tant pertinent non plus pour pas directement, non, c'est ça.
Et n'oubliez pas aussi, Alex et Patricia, que ici, donc, c'est de la longue traîne, c'est-à-dire, voilà, c'est pas, il n'y a pas assez d'ici, peut-être, qui ont vraiment rédigé un contenu juste dédié pour parler du taux horaire de travailleurs autonomes en particulier. Donc, c'est pour cela on se positionne bien aussi, d'accord? Voilà. Donc, ici, donc, si je continue, voilà la page besoin rédacteur. Ici, finalement, si on voulait positionner la page besoin rédacteur, c'est là où vous présentez les gens, les rédacteurs qui sont certifiés, je pense, si j'ai la bonne mémoire, d'accord? Donc, pour les mots-clés, donc pour l'ensemble, on était à 101 et plus. Juste engager un copywriter et on pense que finalement, c'est la bonne requête, même si elle a un petit volume de recherche. Donc, ici, on a enregistré un plus 79, c'est-à-dire on était out, on est à la position 4 aujourd'hui. On était out. Mais c'est insane! Genre, on peut-tu applaudissements silencieux, peu d'artifice, je capote, là, c'est vraiment exceptionnel. Puis, tu sais, faites les tests aussi, là, donc allez ouvrez une page. Moi, je le fais live. Oui, ben, je suis en train de le faire parce que moi, je suis tout le temps comme un peu sceptique, là, puis pourtant, je suis là-dedans. Mais donc, ouvrez une page en navigation privée. Sinon, tu avais une extension Eman que tu utilises. C'est quoi déjà? On va la tester live. OK, vas-y. Ben oui, engager un rédacteur web ou un copywriter, Alex Martel. Puis on arrive sur ma page avec mes certificats. Ouais. Cool. Ça, c'est cool. En dessous des annonces, évidemment, parce que tu sais, ce qui est payé, donc le Google Ads, donc il y en a. Quand on tape engager un copywriter, il y a 4 annonces. Puis ensuite, tu es 1, 2, 3, 4, 5. Moi, j'étais 5e. C'est drôle, chez moi, je suis 7. Fait que je suis moins hot chez nous que chez vous. Toi, tu es dans le coin de Québec. Ici, c'est l'outil le plus fiable, d'accord, pour moi. Donc, il a fait sa recherche et il nous a positionné 5e, d'accord? Au Canada. Exceptionnel. 1, 2, Franchement, 3, là, 4, genre, 5. j'ai hâte de le dire à mes certifiés, premièrement, mais aussi, je trouve ça vraiment super, qu'avec juste des changements techniques, wow! Vous voyez ici, voilà, la meta-titles engagée un rédacteur web ou un copywriter, Alex Martel. D'accord? Alex Martel, ça, c'est le nom de votre site web. Des fois, on a mis Alex Martel, des fois, on a mis blog Alexandra Martel. Donc, on a changé, on n'a pas gardé le même nom. Mais c'est l'importance de mentionner votre mot-clé principal au début ou bien une variante de votre mot-clé. Si tu veux positionner le site sur engager un rédacteur, tu la mentionnes dès le début dans votre meta-titles. C'est les conseils qu'on peut donner pour quelqu'un qui veut optimiser ses meta-titles. Voilà. Donc, on peut continuer avec le reste. Moi, j'aimerais savoir la formation, sa formation en copywriting, la page qu'on a réindexée, elle se positionne où? Je ne l'ai pas ajouté à la liste, Patricia. Ah, OK. D'accord. Mais juste ici, on voit qu'il y en a pas mal d'autres pages, donc en 101. Ici, vraiment, on avait le problème que, surtout pour ça, les 7 raisons pour ne pas créer de blog, tu l'as appelé comme ça. Mais nous, on a changé. Donc, je pense le nom maintenant, c'est technique. Non, c'est pas ça. Elle se positionne sur un autre article, finalement, technique de vente de l'heure d'achat. Tu parles dans un article de l'heure d'achat. Donc, c'est un épisode de podcast, je pense. Exactement. Ici, on a mis les épisodes aussi. Donc, épisode 2, épisode 3. Donc, on va voir. Même chose, donc celle-là, technique de vente, c'est l'épisode 2 de votre podcast. Ici, l'épisode 3, donc on a essayé de la positionner sur tout ce qui est théorie de Dunning-Kruger, syndrome de l'imposteur, etc. D'accord? On voit très bien ici que ça n'a pas donné, au contraire, donc on a perdu. Donc, il y a aussi une perte dans le SEO. Le SEO, ce n'est pas toujours donc, des gains. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'on a optimisé la meta-titles, mais on est dans la phase de la suroptimisation parce que Google, il n'a pas trouvé vraiment assez de contenu pour bien positionner cette page-là. Donc, la next step, on n'a pas de contrôle non plus sur ce que nos compétiteurs font en même temps. Des fois, on sait pas qu'il y a un impact aussi sur le ranking. Mais franchement, juste pour les résultats avec la page d'accueil, la page de mes certifiés, je trouve déjà ça très impressionnant. Là. Vraiment. Wow, OK, ça aussi quand même. Hein? Ça, c'est pour la stratégie de pricing. Je pense que c'est un article que tu l'appelles 35 trucs, genre comme ça. Ouais. Bien sûr, pour Google, 35 trucs, ça n'a pas de sens.
Pour toi, oui, pour les lecteurs, oui, mais pour Google, non. Donc, le dilemme ou bien le challenge avec Patricia était comment on garde le même contenu, mais on essaie d'identifier les bons mots-clés que les gens cherchent ou bien les bons mots-clés que Google veut ou bien va positionner les pages sur. Donc, finalement, c'est sûr et certain, peut-être ça, je passe à donner un petit conseil à Alex. Tu peux rédiger à ta façon et bien sûr, donc, c'est nickel, c'est vraiment top, mais toujours, lorsque ça arrive à ces petits détails, genre H1, genre URL, genre donc meta titles, meta descriptions, essayez d'être le maximum possible ou bien essayer d'utiliser le maximum possible les termes les plus communs pour Google et pour les rechercher donc par les internautes. Le contenu, tu peux mettre ce que tu veux avec ta façon à toi, donc ça c'est sûr et certain, mais au moins donner les gros titres, les grands titres à Google pour lui dire, tiens, j'aime bien positionner mon article ou bien j'aime bien positionner ma page sur telle requête ou bien sur tel mot-clé. Donc, c'est ça, voilà, donc globalement. Bien sûr, il y en a des hauts et des bas, donc il y en a la courbe donc, en fonction de la mise à jour de l'algorithme. Surtout, nous, Patricia, on a choisi de faire cette session, bien cette suite de séances, etc., au mauvais temps par rapport aux mises à jour de l'algorithme de Google, pratiquement depuis la fin du mois de juin. Donc, on a enregistré ce qu'on appelle des core updates, c'est-à-dire des mises à jour vraiment de valeur. Il y en a même des gens qui parlent de la dernière mise à jour comme étant une mise à jour gigantesque par rapport aux 3-4 dernières années. Mais finalement, juste pour montrer à tout le monde que même si vous optimisez légèrement la partie technique de votre site web sans toucher à la sémantique, sans commencer votre stratégie backlinking, voilà donc les résultats que vous pouvez avoir. Oui. Je regardais pendant ce temps-là avec justement Search Simulator, on le vérifiera, mais j'ai l'impression que les pages de formation ne sont pas encore indexées. Je n'arrive pas à les trouver. Donc, tu sais, on avait réindexé les deux formations. Ça peut être un peu long, je suppose, avant que ça... Ouais, sauf que d'après moi, il y a un petit bug parce qu'elles ne le sont pas encore, puis ça fait un petit bout, là. Ça fait peut-être, je ne sais pas, un mois peut-être, Eman, qu'on a fait ça? Je dirais 3 semaines, mais juste, peut-être c'est le bon moment pour que j'explique qu'est-ce qu'on a fait, la manipulation qu'on a fait, puisque Alex, elle utilisé, ce n'est pas un subdomains, donc pour les pages de vie, pour les pages de vente, je pense, de formation, elle utilise comme si un autre WordPress à côté, c'est-à-dire deux WordPress séparés. Et ça, techniquement, donc on a demandé à Kazim, notre développeur, d'aller merger les deux, d'accord? Ça a été notre solution pour préparer une seule sitemap et l'envoyer donc à Google via Google Search Console. C'est comme ça, donc c'est le process à suivre. Donc ici, à examiner, fort probable que la merge qu'on a fait, peut-être elle était mal lue, peut-être je ne sais pas. Donc on va faire le suivi avec Kazim et on va voir donc d'où vient le problème en cas où elles ne sont pas encore indexées. Absolument. Puis de toute façon, dans la refonte, Alex, on en avait parlé, il va falloir que tu rédiges des pages sur tes formations qui ne sont pas tes pages de vente. Non, probablement. Puis, en fait, on va sûrement, on va en parler avec Julie, mais on va peut-être faire des redirections et se débarrasser du sous-domaine dans la mesure où en ce moment, mon site principal n'est pas Divi. Et ça me fatigue vraiment beaucoup parce que... Ça va le devenir, c'est ça le but. C'est ça. J'aimerais que... En fait, c'est que comme mon site web va devenir Divi, il n'y a plus vraiment d'intérêt à séparer mes pages de vente du reste. C'est ça. Donc, on fera peut-être plein de belles redirections. Absolument. Puis ça, il n'y aura aucun problème, puis on resoumettra un sitemap. Mais dans les devoirs que je t'avais donnés, il y avait entre autres ça parce que quelqu'un qui arrive de nowhere sur une page de vente sur Google va sentir que t'es pas supposé d'arriver sur une page de vente qui c'est est des pas landing pages faites vraiment pour des campagnes publicitaires davantage que pour du SEO. Là. Exactement. Mais là, on les avait réindexés dans un souci de se dire, bon, on veut à court terme des résultats. Mais là, en tout cas, je te lance ça, Eman, on vérifiera. Là, on ne fera pas ça tout de suite, mais on vérifiera. Donc, oui, vas-y. Peux-tu juste poser une petite question par rapport au sitemap? Dans le fond, quand tu soumets le sitemap à Google, ça fait qu'il va être plus rapide à crawler ou
par rapport à, contrairement à si tu le laisses, tu le fais pas, puis tu attends qu'il repasse sur ton site dans X nombre de semaines. OK, c'est ça. C'est sur la rapidité. C'est question de rapidité parce que même, puisqu'on ne l'a pas interdit dans le fichier robot.txt, pour les gens qui ont utilisé le fichier robot, dans le fichier robot, donc on a la main ou bien on a la possibilité d'interdire certains robots, comme celui de Google, comme celui de SEMrush ou n'importe quel robot, de venir indexer notre site web, d'accord, au complet. Donc ça, c'est sûr, certain, tant qu'on n'a pas interdit Google, il va venir un jour le crawler. Mais est-ce que ça, il va venir demain, il va venir après quelques mois? On n'a aucune idée, d'accord? Même chose aussi pour les gens qui ont une idée sur le robot.txt, le fait qu'on interdit à Google ou bien qu'on interdit à un robot de venir indexer le site, ça ne signifie pas qu'il va venir, qu'il ne va pas venir, je m'excuse. C'est-à-dire, il peut même dépasser le fichier robot.txt, mais c'est à nous de faire le boulot dans les règles de l'art, c'est-à-dire on prépare notre fichier robot.txt, on l'optimise, on prépare notre sitemap et le point le plus important à mon avis dans le sitemap, c'est sur la rapidité que Google va venir visiter notre site web, il va indexer nos pages, mais en plus, il faut bien laisser juste les bonnes URL, les bonnes pages dans notre sitemap. Par exemple, lorsqu'on dit WordPress, on parle des pages catégories, on parle des pages auteurs, on parle des pages des tags, etc. Donc, attention à toutes ces pages-là. Bien sûr, ça dépend si vous utilisez aussi d'autres modules, je ne sais pas, des modules pour présenter des cours, bien pour présenter des facultés, des universités. Ça dépend, c'est quoi le type de votre site, c'est quoi le type de votre business. Donc, attention, il faut bien envoyer juste les pages avec le bon contenu pour qu'ils soient indexés. Et ça, on l'envoie via la sitemap, via Google Search Console. C'est-à-dire, c'est simple, on va prendre l'URL de la sitemap, on va le mettre dans Google Search Console, on va l'envoyer à Google, bien sûr. Lui, il va prendre le temps, ça dépend, peut-être il va faire dans quelques minutes, dans quelques heures grand max, à mon avis. Et puis, il va t'afficher exactement quels sont le nombre des pages qui ont été indexées, crawlées en premier lieu et indexées en deuxième lieu. Et ici, on ne va pas trop entrer dans les détails, mais c'est ici qu'on parle de budget de crawl et crawl budget, c'est-à-dire il faut bien mentionner les bonnes pages, les bonnes URL pour que Google, lorsqu'il va venir fouiller le site et crawler le site, parce qu'il a une limite du temps, Google. Il ne va pas venir ici et passer, je ne sais pas, donc une heure juste pour faire votre site web. Donc, il a une limite du temps. L'idéal, donc, qu'on augmente la vitesse de téléchargement de nos pages, ça c'est primo, et qu'on lui présente les bonnes pages dans notre sitemap. Comme ça, c'est comme si un visiteur qui va venir juste visiter ou quelqu'un qui va te faire quelque chose dans la maison, genre un bricolage. Donc, ça ne sert à rien qu'il entre dans le bricolage dans la salle de bain, ça ne sert à rien qu'il entre dans la cuisine, par exemple. Allez-y, prends-lui depuis la main et montre-lui où sont les pages ou bien où il doit aller finalement. C'est ça le principe de la Google Search Console et de la sitemap. Merci, super réponse. Bon, ben, excellent. Je pense qu'on a vraiment fait un tour d'horizon très intéressant. Est-ce que tu veux nous montrer d'autres choses sur Mangoes, Ayman? C'est juste la toute dernière page pour moi. Et encore une fois, juste pour faire la remarque à Alex, par exemple, l'article Exopreneur, donc à mon avis, c'est sûr, donc ça reflète bien ton idée, ça a été idéal, le contenu. Mais encore une fois, le mot Egopreneur, ça n'a pas de sens, ça n'a pas un volume de recherche à ne pas rechercher. Donc pas ici, encore. par exemple, pas encore. Ça arrivera, c'est sûr. Éventuellement, donc, ici, ça va devenir trendy. Voilà. Le temps qu'elle devient donc trending. Donc ici, le mot-clé correspondant, c'est vraiment, par exemple, le marketing égocentrique. Donc peut-être les gens ils vont chercher ça autour du marketing égocentrique. Donc ici, on a gagné une seule place, on occupait la deuxième place. Maintenant, on occupe la première place, donc position pour marketing égocentrique. À mon avis, on a fait le tour. Donc voilà, si je résume, je dirais que uniquement on a fait des modifs techniques. Reste la sémantique et le backlinking. Ça, c'est donc on va en tenir compte. Bien, Alex et Julie vont en tenir compte dans la refonte. Finalement. Absolument. Super. On se fait clairement un follow-up, genre dans 6 mois, pour regarder ce qui va s'être passé avec le côté plus
sémantique et contenu. Ça va être vraiment fun. Mais absolument. merci pour tout votre beau travail. Puis je trouve ça extrêmement motivant de voir déjà des résultats comme ça quand il y a juste la technique de fait. On dirait que ça... C'est ça, parce qu'on en parle beaucoup du SEO, mais c'est comme c'est un travail de longue haleine, mettons. Ça Puis un peu dans l'ombre. C'est qu'il y a plein de choses qu'on fait qu'on ne voit pas, tu sais. Puis même nous, chez PF Communication, nos services de SEO, on essaie vraiment d'éduquer les clients et de leur faire comprendre c'est quoi le travail qu'on fait, mais des fois, ils ne comprennent pas nécessairement. Quand on arrive avec des résultats, là, ils comprennent, mais des fois, il n'y en a pas de résultats ou c'est très long. Donc, mais c'est nécessaire lorsque ça fait partie de ta stratégie de sortir en naturel sur Google. Bien, merci beaucoup, beaucoup à tous les trois d'avoir été là. Donc, c'est ça, c'était notre dernière séance de travail SEO pour la super mission du site d'Alex Martel. Il y a plein de belles choses qui s'en viennent, notamment la semaine prochaine, un webinaire avec Alex. Je vais vous donner tous les détails, vous allez avoir l'info. J'en parle dans mon infolette jeudi pour les abonnés à mon infolette qui veulent tout savoir, s'inscrire, etc. Excellent, excellent. Good. Ben, je vous remercie. On se reparle très bientôt. Merci. Bye. Bye bye tout le monde. Merci. Bye.